Tokotala ba mama na ba papa. Michel Mayabou. Arlette Sita, Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Ba mama na ba papa. Chers internautes, salut. Je reviens encore avec un autre numéro de En toute franchise. Pour ce faire, j'ai avec moi sur ce plateau un invité à qui je laisse. Bonjour, madame. Pourrez-vous vous présenter au public? Je réponds au nom de Christopher Tamina. Je suis serviteur des dieux, connu principalement sous le titre de Bishop Christopher. Je suis aussi professeur de par ma profession, professeur d'économie mathématique à l'université de Leicester, ici en Angleterre. Ok, vous avez suivi la présentation de l'invité. Le titre, comment voulez-vous que je vous appelle? Parce qu'ici en Angleterre, lorsque vous êtes professeur d'université, voulez-vous que je vous appelle monsieur ou voulez-vous que je vous appelle docteur? Non, vous m'appelez monsieur. Peut-être dans la tradition philo-latine, les titres de docteur et de professeur sont courants. Mais ici, dans notre culture anglo-saxonne, on appelle généralement les gens par leur prénom. Ok, d'accord. Ok, alors sans plus tarder, d'abord comme il vous a dit, donc monsieur Christopher Tamina, il est professeur à l'université de Leicester. Il a même écrit, il est auteur de plusieurs ouvrages, dont un que j'essaye de présenter. Donc, les titres, c'est en anglais, Mathematical Foundation of Economic Theory and Econometric and Introduction. Les fondements mathématiques de la théorie économique et d'économétrie. Donc, c'est ça. Donc, mais c'est en anglais. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Nous allons parler avec M. Christopher de la perspective économique de l'éducation. Parce qu'il y a plusieurs approches lorsqu'on parle de l'éducation. Alors, de prime abord, ma première question sera qu'est-ce que l'éducation? D'abord, je tiens à vous remercier sur le plateau de m'avoir invité afin de partager, de réfléchir ensemble, et de permettre aux gens de mûrir les connaissances, de refléter un peu sur les concepts, les choses. Je suis très reconnaissant pour cela. L'éducation est un terme très vaste. Je n'ai pas la prétention ici de le définir. Et de toute manière, il n'y a jamais une définition pour un concept. Tout dépend de la perspective dans laquelle vous vous placez pour pouvoir définir un concept. Il y a plusieurs perspectives. Il y a des perspectives de gauche, de droite, sociologiques, anthropologiques, philosophiques, mais de par son origine, le concept d'éducation est un concept qui touche à la libération de la personne humaine. Étymologiquement, éduquer vient du latin, vous êtes
vous êtes journaliste, vous êtes formé dans le domaine mieux que moi, vient du latin ex ducare, qui veut dire libérer d'eux. Donc, c'est libérer l'homme de ses travers, les travers de l'homme, les vices de l'homme. C'est faire de l'homme un homme total, accompli, utile, pour lui-même et pour la communauté. Donc c'est ça d'abord l'éducation. Donc le but principal de l'éducation est de donner à l'homme, d'abord de le libérer de ses vices, faire de lui une personne complète, accomplie, mais aussi de l'équiper en même temps, lui donner les atouts pour qu'il puisse servir bien la communauté. Ok. Donc l'éducation c'est ça. Ok. Donc, c'est une question qui me vient en tête comme ça, puisque vous dites, très souvent on parle de l'éducation et on parle de l'enseignement. Est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que l'éducation est-elle similaire à l'enseignement, ou ce sont deux concepts totalement différents? L'enseignement, c'est le système général au moyen duquel nous éduquons les gens. Le système est global, il peut inclure la famille, il peut inclure l'église par exemple, il peut inclure la communauté, la société, et il peut inclure aussi les établissements de l'éducation. Ça, c'est l'enseignement de manière générale. L'éducation, par contre, ce sont tous ces moyens-là par lesquels on équipe la personne humaine, tant sur le plan des valeurs que sur le plan d'aptitude, tant sur le plan des mœurs que sur le plan de caractère. Voilà, c'est l'ensemble de tout cela. Ok, alors, Monsieur Christopher, ma deuxième... Faut-il aussi que j'ajoute un élément important, parce que vous avez mentionné la différence entre l'éducation et l'enseignement. Il faudra aussi nuancer la différence entre l'éducation et la scolarisation. Tout à fait. Ça, c'est très important. Tout à fait. Parce que les gens confondent les deux. On peut être très bien scolarisé, mais sans être forcément bien éduqué. Ça, c'est important. Parce que la scolarisation, c'est au fait juste être exposé à l'intellect, à la culture de l'intellect. Faire des études, aller à l'école. Mais quand on ajoute l'élément humaniste à l'éducation, c'est-à-dire l'intégrité, la discipline, les valeurs, les bonnes mœurs, là, ça devient l'éducation. Ça, c'est important. Ok, merci beaucoup, Monsieur Christopher. Alors, ma deuxième question, je voudrais savoir quels sont les dividendes ou les bénéfices de l'éducation d'une manière générale. De manière générale, l'éducation est très importante pour les individus et pour la société. Pour l'individu, l'éducation te permet, à toi, l'individu, qui en est bénéficiaire, d'abord de te forger sur le plan de caractère, comme je venais de dire. Vous allez vous rappeler que pour nous qui avons la grâce, je ne sais pas ce qu'est la situation aujourd'hui au Congo, dans notre pays d'origine, mais lorsque nous considérons à travers le monde l'origine de l'école, vous allez apprécier que l'école puise ses racines dans la religion. Ce sont les religieux qui ont porté l'éducation sur la place publique et que nous avons bénéficié d'une certaine manière, à égard considérable, de l'éducation que nous avons reçue des religieux sur le plan moral, sur le plan intégrité, le plan de caractère. Ça te forge en tant que personne. Maintenant, sur le plan de communauté, mais ça t'équipe d'abord pour léguer à la génération future ce que tu as appris des autres, mais aussi à servir, parce que tu peux être de bons caractères, intègres et tout, mais si tu n'as pas d'aptitude, des aptitudes professionnelles, des aptitudes, l'expertise pour servir la communauté, mais tu ne seras pas d'utilité. L'éducation te donne un prérequis fondamental pour que tu sois préparé à servir la communauté. Donc, on vous entend parler, une personne s'éduque d'abord pour lui, pour elle-même, mais aussi pour servir la communauté. Absolument, absolument. On s'éduque d'abord pour soi-même parce que il y a du plaisir à s'accomplir. J'insiste sur le mot
accomplir. Accomplir, c'est-à-dire l'autosatisfaction, la satisfaction intrinsèque, intérieure, que l'on éprouve lorsqu'on a étudié. C'est-à-dire, vous êtes lavé. C'est comme quelqu'un qui rentre dans sa salle de bain, qui transpire, qui a des odeurs. Mais quand vous rentrez dans la salle de bain, vous en sortez, mais vous sentez très bien. Tout à fait. Voilà, donc l'éducation vous assainit d'abord en tant que personne de tout ce qui peut entraver votre marche dans la communauté, mais aussi ça vous met très à l'aise. Et aussi les autres bénéficient de cette bonne attitude, de ce bon caractère que vous exhibez. Et outre cela, les aptitudes, j'insiste, les compétences que vous acquérez par l'éducation vous permettent de servir la communauté. Alors, juste pour savoir, est-ce que quelqu'un s'éduque soi-même ou il a besoin d'un intermédiaire? Vous ne faites pas d'un intermédiaire ou de quelqu'un qui peut être derrière lui pour l'aider, pour le guider? Absolument. Ouais. Absolument. Nous avons besoin des coachs, ce que les Anglais appellent coach, mentor, ou peut-être, s'il faut utiliser un autre terme. Nous avons besoin de quelqu'un dans la vie qui puisse nous pointer dans la bonne direction, quelqu'un qui soit à même de nous donner des directives, de nous encadrer, de nous stimuler. Voilà, nous avons besoin des gens comme ça. Parce qu'il y a des personnes naturellement très perspicaces, qui regorgent de potentiel énorme, mais seulement par manque de direction, de conseils, ils n'ont pas pu maximiser sur leur potentiel. Donc, je crois que c'est un processus qui exige les deux. Sur le plan personnel, on doit être motivé, mais aussi, on doit avoir, par providence divine, s'il faut que je dise ainsi, on doit avoir la chance de rencontrer des personnes qui vous encadrent. Et je crois que toute personne qui est parvenue à un certain niveau dans le secteur de l'éducation, dans le domaine de l'éducation plutôt, pas le secteur, il aura bénéficié de quelqu'un, soit un moniteur exceptionnel qu'il a connu à l'école primaire, soit un professeur qui l'a inspiré d'une certaine manière, soit un parent qui a été rigoureux. Il y a toujours quelqu'un à côté. Ok, d'accord. Alors, Bishop, parce qu'aujourd'hui nous avons dit que nous allons parler de l'éducation sous un angle économique. Vous savez, lorsqu'on parle de l'éducation, vous l'avez bien souligné, on peut avoir différentes approches. Par exemple, lorsqu'on a une approche sociologique qui est marxiste, on pense que l'éducation vise à libérer l'homme par sa conscientisation. Lorsqu'on a une approche positiviste, on pense que l'éducation sert à socialiser l'homme. Alors, lorsqu'on a une perspective économique, quelles sont les finalités de l'éducation? Ça, c'est une question pertinente parce que très souvent, lorsque nous parlons de l'éducation, nous nous attardons simplement sur les autres aspects que vous venez de mentionner tout à l'heure. Mais le monde devient de plus en plus, si je peux inventer le terme, éconocentrique. C'est-à-dire que nous dépendons tellement du matériel et que le bien-être des personnes humaines de plus en plus se définit en termes d'aisance matérielle, que l'éducation a été en quelque sorte pris en otage par l'économie. Nous ne pouvons pas nous en rendre compte. Mais comment vous expliquez ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dévié l'éducation de ses objectifs du départ. Qui sont qui étaient d'abord sur le plan moral, éduquer la personne humaine, l'équiper afin qu'elle soit une personne droite. Aujourd'hui, c'est le marché qui dicte l'économie. Nous formons les gens dans la communauté, dans la société, non pas nécessairement pour faire d'eux des personnes honnêtes, accomplies, mais le but principal, c'est d'abord de les préparer pour le marché. C'est pourquoi, quand l'enfant grandit, la première question quand on veut savoir ce qu'il veut devenir, c'est par rapport aux dividendes, aux dividendes économiques, financières. Qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie, qu'est-ce que tu vas faire. L'orientation scolaire est plus dans le sens de ce qu'on va gagner du marché économique plutôt que des valeurs morales. Donc, il est important qu'on ne néglige pas l'aspect économique. Donc, je respecte les autres acceptions, mais seulement ici, en tant qu'économiste, je voudrais faire ressortir l'importance que l'éducation a pour l'économie d'une communauté, d'une nation. Voilà.
D'abord, qu'est-ce que l'économie? Puisque très souvent on entend parler de l'économie, et puis vous allez revenir à ce que vous étiez sur le point de développer. Ben voilà, c'est une question intéressante parce que souvent nous utilisons les mêmes termes, mais nous y attachons des entendements différents. Tout à fait. L'économie, très brièvement, c'est les moyens par lesquels une société décide de produire la richesse, comment produire cette richesse et comment partager cette richesse. Je répète, c'est les méthodes ou les moyens par lesquels une société décide qu'est-ce qu'il faut produire, c'est-à-dire la richesse, qu'est-ce qu'il faut produire, comment nous allons produire cette richesse et comment nous allons repartir la distribution de la richesse et des opportunités. C'est ça l'économie. D'où vient que l'économie ait un mot à dire sur l'éducation? Ben voilà, parce que de plus en plus, avec la complexité des secteurs économiques, parce que la société est partie de l'état agraire, une société où les gens vivaient principalement de l'élevage et de l'agriculture, artisanale d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous avons de plus en plus des grandes villes cosmopolitaines qui font que l'organisation sociale a changé. Et puis, de deux, nous avons la technologie et la science qui ont intervenu, de sorte que nous avons les inventions. Si le scientifique a inventé par curiosité intellectuelle, mais l'économiste ou l'entrepreneur, c'est lui qui investit, a appris l'idée du scientifique et a investi son argent. Donc, il est du devoir de la société de former les gens afin que les gens apprennent la technologie, la science et comment gérer les villes cosmopolitaines complexes qui existent aujourd'hui. Donc, c'est de là que l'éducation devient très importante parce qu'il faut former des personnes qui sont aptes et préparées pour piloter l'économie nationale d'un pays. Et ça, c'est important. Si vous n'avez pas ces gens-là, vous ne pouvez pas piloter votre pays sur le plan économique. Ok. Ouais, juste pour reprendre ce que vous avez dit il faut former. Et je crois que l'un de vos confrères, qui est un économiste aussi, Becker, il a émis la théorie du capital humain. Et il a insisté à ce que l'on puisse investir dans l'éducation de l'homme pour permettre le développement et les progrès. Cependant, il faut quand même qu'on reconnaisse aussi que les efforts consentis en matière d'éducation n'entraînent pas ipso facto des implications positives en faveur du développement économique. Et dites-moi, comment évalue-t-on la nature et la valeur économique de l'éducation? Il est important parce que ce que Becker dit doit être vraiment pris en considération. Lorsque nous formons les gens, nous les formons, du moins dans le contexte de l'économie, pour que ces personnes soient, qu'ils aident le pays à un rendement meilleur sur le plan économique. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous formons des gens, il y a quelqu'un, un pédagogue, qui a dit, au fait, c'est un philosophe, pédagogue aussi, et sociologue même, Niebourg. Il a dit, toute éducation qui n'est pas soutenue par autre chose que l'éducation elle-même n'est pas bonne éducation. C'est-à-dire que nous pouvons aller à l'école, apprendre tout, mais nous avons besoin d'un élément autre que l'éducation qui fasse de cette éducation ce qu'elle doit réellement être. Quel est cet élément-là? Cet élément-là, c'est la conscience. La conscience, l'intégrité. Bien avant, plus tôt d'ailleurs, un autre philosophe l'a dit d'une autre façon. Il a dit, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire, nous avons besoin de conscience. C'est pourquoi Becker dit, l'éducation n'entraîne pas ipso facto. C'est-à-dire, vous pouvez vous faire éduquer, mais s'il n'y a pas de conscience, cela ne produira pas nécessairement le développement économique. Vous avez besoin de cette conscience-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour entraîner ce développement économique, concrètement? Il faut voir le système de l'éducation. Ça, c'est très important. Lorsque vous considérez, par exemple,
nos aînés, ceux qui nous ont précédés, ou peut-être notre génération aussi, vous comprendrez que quand on étudiait, on nous initiait, c'est une initiation à la vie d'intégrité. C'est toute une initiation. Mais aujourd'hui, vous trouvez les jeunes qui finissent les études avec des cotes qu'ils ne méritent pas, parce qu'ils auront corrompu le professeur, parce qu'ils auront joui d'un préjugé favorable de la part de ce dernier, ou peut-être parce qu'il est ressortissant ou elle est ressortissante de la même région que le professeur, le favoritisme et le népotisme, tout ça ont fait que l'éducation soit bafouée et que le produit final que nous avons ne reflète pas ce dont nous avions besoin au départ. Et le marché en pâtit. C'est-à-dire que sur le plan compétitivité, par exemple, une nation qui ne produit pas des personnes aptes ne peut pas, sur le plan concurrentiel, ne peut pas entrer en concours économique avec les partenaires régionaux. Ne peut pas entrer en concours. Là, nous allons entrer un peu en profondeur, juste dans quelques lignes. Ouais, donc tout ce que on vous entend parler, M. Christopher, c'est comme si vous dites que c'est vrai que l'économie a besoin de l'éducation. Parce qu'il faut que l'homme soit intègre, il faut que l'homme ait des valeurs, que l'homme puisse obéir à une certaine éthique professionnelle, que l'homme soit compétitif. Et c'est ça, par exemple, lorsque nous allons parler, par exemple, de notre pays, la République démocratique du Congo, et on vous entend parler, vous pensez, est-ce que c'est ça l'une des raisons que notre pays a du mal à décoller? C'est non seulement l'une des raisons, mais la raison fondamentale. Parce que si vous considérez la RDC aujourd'hui, vous remarquerez que les personnes qui pilotent le pays aujourd'hui, c'est des personnes qui n'étaient pas préparées. Je vais vous faire remarquer un aspect très important. Lorsque les Belges nous ont légué le pays, c'est vrai que ça fait autant d'années, mais nous n'avons pas évolué. Nous n'avons pas évolué depuis. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, quand le Congolais prend le discours, il a tendance à nous ramener toujours en 1960. Ça veut dire que nous n'avons rien fait depuis 1960. Le Belge a construit des établissements d'éducation, comme les instituts supérieurs et l'université de Louvanium à l'époque, je crois. Mais ce que les Africains de manière générale, et en particulier nous les Congolais, ce que nous n'avons jamais compris, c'est que le blanc n'avait pas construit l'université en Afrique pour servir les Africains. Ah bon? Non. Alors, quel était leur objectif? L'objectif de l'université dans tous les pays du tiers-monde était d'informer le pays métropole ici des richesses qu'il y a là-bas. Faire des études sur ce peuple-là pour les dominer, pour les maîtriser, étudier l'environnement pour l'exploiter. Quand on a construit les routes, vous allez voir que le pays, le Congo, est enclavé. C'est-à-dire, tu ne peux pas quitter Kasaï, au Kasaï même par exemple, ou à l'Équateur. Le peuple, il n'y a pas de routes de communication qui relient le peuple de l'Équateur. Mais il y a des routes qui quittent l'Équateur jusqu'à Kinshasa, Kinshasa jusqu'à Matadi. Vous verrez que les grandes artères sont construites de manière à acheminer les richesses hors du Congo. C'était ça l'objectif. On n'a pas construit le pays pour permettre les échanges entre le peuple, les échanges économiques. Non, c'était pour faire sortir la richesse du Congo vers l'extérieur. C'est la même façon avec l'éducation. L'éducation, on n'a pas construit l'université de Kinshasa pour nous former, nous. Non, c'était pour eux, pour leurs intérêts. Et donc, ça veut dire qu'après 1960, il aurait fallu que le Congolais maintenant réfléchisse sur le système d'éducation qui va nous bénéficier, nous. Mais nous ne l'avons pas fait. Par exemple, nous n'avons pas d'administrateurs. Le Congo, jusqu'aujourd'hui, ne forme pas des administrateurs. Les gens, on ne produit pas ce que nous appelons civil servants, fonctionnaires de l'État. On n'a pas une école qui produit les fonctionnaires de l'État. Vous prenez un économiste comme moi qui finit à l'université, parce qu'il a fini avec distinction, vous estimez qu'il peut aller piloter un département de fonction publique. Il n'est pas habilité à le faire. Donc, nous n'avons pas des experts, nous n'avons pas d'experts plutôt. C'est ça le problème.
Donc, je ne parle pas ici d'éducation en termes d'élitisme intellectuel. Ok. Non, je parle d'une éducation Pragmatique. pratique, pragmatique. Ok. Voilà. Nous n'avons pas ça et ça nous cause problème sérieux. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer par investir dans le secteur de l'éducation. J'ai rencontré un collègue ici, dans le temps, Ad Poley, qui est maintenant professeur de sociologie du travail à l'université de Southbank, à Londres. À l'époque, lui avait déjà été licencié en sociologie et il cherchait le moyen de faire équivalent à son diplôme ici. Dans l'entretemps, nous nous sommes retrouvés au collège, il était plus âgé que moi. Il m'a dit une chose sur leur défunt président Houphouët-Boigny. Il a dit un jour, Houphouët-Boigny a reçu la nouvelle comme quoi les militaires avaient été déployés sur un campus et qu'on avait arrêté un professeur qui critiquait son système. Alors il fait venir les militaires et les agents de sécurité pour leur demander mais qu'est-ce qui se passe? Ils lui disent Monsieur le Président, nous l'avons arrêté parce qu'on nous a signalé qu'il critiquait le pouvoir. Alors il dit à ses agents, mais écoutez, nous prenons l'argent de ce peuple, nous prenons tout. La seule chose que nous ne pouvons pas lui ravir, c'est l'éducation. Parce que quand nous serons partis, au moins par l'éducation, ce peuple peut se relever. Donc le seul endroit où ce peuple est libre de nous critiquer, c'est au moins là, sur le plateau universitaire. Donc laissez-les tranquilles, faire leurs choses là-bas parce que c'est la seule chose que nous allons leur laisser qui leur permettra de se relever quand nous serons partis. Et ça, c'est ce que nous n'avons pas fait, nous n'avons pas investi dans l'éducation. Mais pourtant, lorsqu'on regarde dans notre pays, à un moment donné, on appelait ça une république de professeurs. Vous allez voir que tous ceux qui tiennent les rênes du pouvoir sont des intellectuels, entre guillemets. Il faut que je le dise. Alors, pourquoi le Congolais ou le Congo n'arrive-t-il pas à émerger, à se développer? Nous ne pouvons pas décoller tout simplement parce que nous nous sommes fait notre système d'éducation, mais qui ne répond pas aux standards internationaux. Je vous donne un exemple. Le Congo a aujourd'hui un problème sérieux de main-d'œuvre. Vous avez appris, avec émoi, avec déception, que le Rwanda exploite le coltan du Congo. Les Congolais se sont arrachés les cheveux de la tête. Ils ont maudit Kagame, ils ont maudit l'Occident. Mais du point de vue économiste, je vous dis que c'est vrai. Les Occidentaux n'ont pas tort. Si je suis à leur place, je ferai pareil. Nous, les Congolais, nous devons savoir que l'économie a un cerveau qui n'est pas le cerveau humain. L'économie, c'est tout un système qui a un cerveau, qui a sa façon de penser et de réfléchir et de réagir. Alors vous, en tant qu'économiste, peut-être si vous pouvez éclairer notre lanterne comme ça. Si vous prenez le Rwanda, qui est un petit pays, mais vous prenez l'élite rwandaise ou la main-d'œuvre rwandaise, elle est de loin supérieure à la nôtre. Comment ça? C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont bien étudié. D'abord, ça c'est un. Bien étudié. Ils ont bien étudié. Ça veut dire? La plupart d'eux, vous savez qu'ils ont étudié chez nous, dans le temps. Ouais. Mais il y en a qui sont venus de Kenya, il y en a qui sont venus d'Ouganda, il y en a qui sont... C'est-à-dire que la venue de Kagame a déclenché le retour de beaucoup de Rwandais qui étaient sortis, qui ont appris ailleurs, qui sont rentrés. Et ces gens... Pourtant, vous dites qu'ils ont appris chez nous, mais comment se fait-il qu'ils excellent aujourd'hui? Dans le temps. C'est pourquoi j'ai insisté dans le temps. La génération qui a étudié chez nous, ce n'est pas la génération, ce n'est pas notre génération à nous. Non. Mais en ce qui concerne notre génération, ils ont appris au Kenya, c'est pourquoi j'ai cité d'autres pays. Ils sont rentrés. Et la première chose que Kagame a fait quand il a pris le pouvoir, j'informe pour ceux qui ignorent, Kagame a engagé comme premier recteur de l'Université nationale de Rwanda, un Congolais, qui a fini son doctorat en engineering, en ingénierat, à l'université de Leeds, ici en Angleterre, en 1976. Ce monsieur était le fils d'un rebelle, l'ami de Laurent Kabila. Il a étudié ici, ils étaient des réfugiés en Ouganda. Il a fini à Leeds en 1976. Il était à l'université de Makerere en Ouganda. Quand Kagame devient président, il prend ce monsieur-là, il lui confie
l'université avec la mission de vraiment réformer le système de l'éducation. Et après cela, ces deux adjoints étaient des Anglais. Aujourd'hui, c'est un Anglais qui est recteur de l'Université nationale de Rwanda. Le diplôme de Rwanda est reconnu en Angleterre au même titre que le diplôme d'Angleterre. Vous voyez? Alors, donc, d'après vous, on vous entend parler, et donc c'est qu'il faudrait qu'il y ait par exemple des expatriés à la tête de nos universités pour que nous puissions, pour que nos diplômes puissent être reconnus. Pas nécessairement, mais ça veut dire que nous devons avoir une stratégie. Kagame a procédé de cette manière-là, mais nous devons aussi penser. Nous devons penser sur le citoyen de demain. Nous devons penser quel genre de citoyen nous voulons avoir d'ici 25 ans. Le système d'éducation, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas le fruit de hasard. On décide sur le genre de citoyen qu'on doit avoir. Si vous voyez le blanc changer le système d'éducation à partir de l'école primaire, c'est parce qu'il veut un certain genre de citoyen d'ici 25 ans, d'ici 30 ans. Ouais, mais... Et donc nous avons des citoyens aujourd'hui qui ne peuvent pas compétir sur le plan international. C'est-à-dire un investisseur fait l'étude du marché du Congo, il trouve que non, la main-d'œuvre au Congo est tellement de qualité inférieure qu'il ne saura pas vraiment être servi convenablement. Il doit faire des arrangements avec des pays frontaliers pour au moins placer son entreprise là-bas, exploiter le coltan du Congo. C'est un aspect que les gens ignorent. Je ne dis pas qu'il y a d'autres intérêts, mais je vous fais remarquer que c'est un aspect très important parce que le blanc n'a pas intérêt d'aller placer l'industrie d'exploitation de coltan au Rwanda alors que le Congo produit le coltan. Mais c'est parce que nous manquons de main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Compétente, oui, qualifiée. Qualifiée. Nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée. La preuve est que les Congolais qui sortent du Congo ne sont pas engagés ailleurs. Ça, je pense que vous le savez. Vous ne pouvez pas quitter le Congo, venir demander du boulot à BT ou à la GF en France, compagnie d'énergie, présenter votre CV, curriculum vitae, dire j'ai travaillé à l'ONATRA et puis on vous prend au boulot. Non, parce que vous avez une expérience qui n'est valable que pour le Congo. Ce n'est pas une expérience universelle. Nous ne sommes pas acceptés ailleurs, même sur le plan de nos diplômes. Les diplômes ne sont pas évalués au même niveau que les diplômes d'autres pays. C'est ça le problème que nous avons. Revenons un peu, je vais un peu rétropédaler. Vous avez parlé, vous avez dit que lorsque Kagame arrive au pouvoir, il fait appel à un Congolais, puis après, aujourd'hui, c'est un Anglais. Et puis, de plus en plus, il y a des discours panafricanistes, de plus en plus, il y a des discours afrocentriques. Moi, je ne dirais pas afrocentristes, mais afrocentriques. Est-ce que vous pensez qu'on a nécessairement besoin d'un blanc ou d'un occidental pour qu'on puisse innover, pour qu'on puisse changer notre système éducatif? Parce que vous-même ici, vous avez étudié ici, vous connaissez, vous avez connaissance du paradigme occidental, tout en ayant aussi le paradigme africain ou le paradigme congolais. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que c'est quoi? Lorsqu'on prend un problème congolais et qu'on veut le résoudre avec un cadre de référence occidental, cela ne va pas marcher. Alors pourquoi faudrait-il toujours nécessairement qu'on fasse appel aux Occidentaux? Est-ce que nous-mêmes, en tant que fils du pays, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble et fédérer nos intelligences pour apporter quelque chose de positif? Ça, c'est une bonne question. Je vais répondre à cette question en deux volets. Sur le premier volet, je dis que vous considérez historiquement toutes les grandes nations qui se sont développées, depuis Mésopotamie, depuis Égypte, le développement ou le progrès ou la puissance d'une nation n'émerge que sur base du multiculturalisme. Vous constaterez que ce sont des pays qui ont régorgé toujours des différentes races. C'est important. Parce que chaque race a une particularité importante qu'elle apporte un ingrédient important dans le processus du développement. Voilà. Le blanc ne s'est pas développé seul. Il y a eu des Noirs, il y a eu des Chinois, il y a eu en Occident, regardez aujourd'hui. Mais c'est une société multiculturelle. Aujourd'hui, moi je suis professeur à l'université, mais je suis noir. Combien de juifs y a-t-il dans les universités, dans les entreprises ici? Vous allez dans les compagnies, regardez combien d'asiatiques, combien de noirs.
Vous voyez les figures, les visages qui sortent des entreprises quand vous allez dans une compagnie. Mais vous dites que, mais on est en Angleterre, mais c'est comme si on était dans le monde entier. Parce que vous voyez toutes les races sortir de l'entreprise. Donc c'est dans notre intérêt de faire appel aux expertises de toutes les nations. Mais la philosophie du développement, c'est nous qui la définissons. Donc, Obama a été président des États-Unis, il est noir, mais nous n'avons pas vu Obama compromettre la marche des États-Unis parce qu'il est noir. Parce qu'il y a une philosophie qui est là, qui est établie, un système bien structuré, auquel lui ne vient que pour apporter sa contribution. Donc, si nous faisons aussi pareil, tout blanc qui viendra, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit indien, il va venir pour servir notre philosophie, notre système. Et c'est nous qui allons gagner. C'est dans notre intérêt de le faire. Si nous ne le faisons pas, nous connaîtrons continuellement des problèmes, nous devons nous ouvrir. Et je crois que les Congolais n'ont pas compris, c'est ce que le président français, celui qui n'est plus, Sarkozy a dit, ouais. Quand il a dit que les Congolais doivent apprendre à partager les ressources de leur pays avec leurs voisins. On n'a pas compris. On a pensé qu'il disait nous devons laisser les pays voisins venir exploiter les minéraux. Non. Il disait nous devons avoir un système économique qui permet le recrutement des talents pour qu'ils viennent aussi participer dans la création et la distribution des richesses. On nous fait participer en Europe. L'immigration. Nous participons dans la richesse de l'Europe. Nous aidons nos pays, plutôt nos familles au pays. Mais il y a des systèmes en place pour le faire. Et c'est ce qu'il disait, c'est ce que nous devons faire. Ok, merci beaucoup, Monsieur Christopher. Je crois que nous tendons vers la fin. Si nous devons conclure, un petit mot. Si nous devons conclure, je dis parce que le thème a porté sur l'éducation, j'invite les autorités du Congo, l'élite congolaise, ceux qui dirigent les institutions de gouvernance au Congo, de vraiment allouer le budget qu'il faut à l'éducation. Partant de l'école primaire, l'enseignement primaire et secondaire, qui constitue d'ailleurs la colonne vertébrale parce que les études à mon niveau finissent à ce niveau-là. Et donc, ils doivent investir vraiment dans l'éducation parce qu'il n'est pas normal que dans un pays de 80 millions d'habitants, 2 345 000 km², un pays qui est arable 10 mois sur 12, un pays qui n'a aucun espace désertique, mais il n'est pas normal que nous allouons un budget de 1%, de 2% à l'éducation. 2%, je crois. 2%. Alors que la présidence seulement de la République a 17%. Et ça, c'est sur papier. Ouais. En réalité, ils ont même plus que ça. Ils sont toujours en dépassement budgétaire. Vous comprenez, en dépassement budgétaire. Donc ce n'est pas normal, ça montre quelle vision nous avons du Congo. Rien que notre budget, quand on le brandit, on voit exactement ce que nous pensons du Congo de demain. Donc il faut allouer un budget respectable au ministère de l'Éducation et faire de sorte que les universités soient réellement des universités. Parce que nous avons des universités qui ne le sont que de nom. L'université n'est pas là pour enseigner seulement. L'objectif de l'université, c'est de faire des recherches pour informer les investisseurs, le gouvernement et les partenaires. Mais si nous n'avons pas la culture des recherches, les universités n'ont même pas les budgets de recherche, en quoi est-ce qu'ils portent le statut d'université? C'est ça ce que je peux dire. Ok. En tout cas, chers internautes, vous avez suivi. C'était très intéressant, c'était très instructif. Je crois que la balle a surtout été lancée vers les autorités pour qu'elles comprennent que l'éducation, sans l'éducation, l'homme restera toujours esclave de l'ignorance, si je peux dire, parce que c'est l'éducation qui libère l'homme. Donc, merci de nous avoir suivis. Je veux revenir la prochaine fois. Comme je l'ai dit, en toute franchise, c'est pour vous. Si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, elles seront toujours les bienvenues. C'est ça qui fera que nous puissions aller de l'avant. Et comme je l'ai répété, j'étais avec M. Christopher. Il est auteur de ces livres qu'on peut trouver. Je crois que ce sont des livres universitaires, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut aller peut-être sur Google. Oui, pour ceux qui sont du domaine. Oui, allez sur Google. Vous pouvez le retrouver et vous aurez le résumé de ce qui a été dit. En tout cas, au revoir et à la prochaine fois. Merci. CGTV à la
Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.